Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous allons aujourd'hui parler économie, actualité, investissement. On parlera de toutes ces questions avec non seulement une intelligence de notre République, mais une autorité de la République. C'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le professeur Godin Poyi, nous fait l'honneur, comme toujours d'ailleurs, de répondre à toutes nos questions. Monsieur le professeur, président, comment allez-vous? Je vais très bien, mon ami Christian. Moi, c'est un honneur de vous recevoir. Oui, beaucoup d'ailleurs. Vous avez fait la tournée à un moment donné européenne, vous étiez en Afrique du Sud, là vous êtes de retour. Mais hier, c'était lundi, le 22 novembre, la circulation était perturbée à Kinshasa, dans plusieurs coins de la capitale, suite à une grève qui a été décrétée par le transport des taxis. Il dénonce le comportement de certains policiers, mais aussi des tracasseries des agents de transport. La grande question, le premier citoyen de la ville, qu'est-ce qu'il fait? Et l'Assemblée provinciale, que faites-vous pour trouver la solution à ce problème? Merci, Christian. Tu sais, lorsque tu lis, tu fais ce qu'on appelle les théories économiques du développement, il y a une école qu'on appelle l'école culturaliste. Et cette école culturaliste atteste que la culture peut servir de levier ou de frein au développement d'un État. Vous savez, nous avons une maladie dans ce pays, nous tous, nous n'aimons pas les contrôles. Lorsqu'on cherche à contrôler, on crie à la tracasserie. Donc, je crois que le travail qu'il faudra faire, comme après cette émission,
j'ai réunion avec le ministre provincial des Transports, je vais lui demander de se livrer à une pédagogie routière. Il faudra que les conducteurs comprennent que si nous ne régulons pas les transports, la mobilité urbaine sera difficile. C'est juste un problème qui est lié à la culture. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages dans les chefs de la police de roulage, mais il faut voir comment les gens conduisent chez nous. Alors, mais la plupart de ceux qui conduisent, ils n'ont pas de permis de conduire. Et vous pensez, nous sommes de ceux qui pensent que c'est maintenant que nous devons commencer à mettre de l'ordre, et vous verrez que... Oui, parce que vous dites c'est maintenant, mais vous êtes au pouvoir, ça va faire plus d'une année. Comment vous avez pu laisser cette situation perdurer? Les motos ne sont pas immatriculées, on ne sait pas les identifier, et ils circulent comme ils veulent, sans respecter le code de la route, ils sont intouchables, personne ne parle d'eux. Il y en a même d'autres qui pensent que quand ils circulent, ils laissent leur cerveau à la maison. Mais comment vous faites pour régler cette situation à votre niveau de la ville? Et lorsque vous lisez la Constitution, en ces articles 202, 203 et 204, on parle des compétences des provinces, des compétences du gouvernement central et des matières concurrentes. Donc vous allez comprendre que la police nationale relève du gouvernement central et nous n'avons pas cette autorité-là absolue sur elle. Et pour ceux qui suivent les débats et l'actualité dans la ville de Kinshasa, chaque fois que nous nous imposons par des mesures de contraintes, vous voyez des fois le gouvernement central qui intervient en donnant des moratoires. Exact. Donc, est-ce que ça fragilise votre autorité? Bon, nous ne disons pas que ce que le gouvernement fait est mauvais parce que en fait, l'État poursuit notamment la paix sociale. Mais nous allons nous organiser. Mais la paix sociale ne doit pas violer le principe de l'ordre. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les cadres n'est pas indiqué. Oui. J'ai suffisamment de canaux pour me plaindre auprès du gouvernement central. Ce n'est pas dans les médias que je viendrai le faire. Alors, mais que les gens comprennent que nous voulons vraiment remettre de l'ordre, mais n'oublions pas que Kinshasa, c'est le siège des institutions de la République. D'accord. Lorsqu'il y a une autre lecture sur le plan national, nous devons apprendre à ne pas donner l'impression qu'il y a des contradictions. Alors, je vous donne deux exemples. Oui. À Beni, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes, d'ailleurs, en termes de sécurité, mais tous les motocyclistes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, ils sont au moins identifiés. Ils ont des casques et c'est connu comme ça. Dans la ville de Beni, j'étais là, j'ai vu. J'étais à Entebbe, ça c'est en Ouganda, on a vu quand même des motos avec des plaques d'immatriculation, ils ont des casques, bon, pas tous, mais en tout cas, la majorité. Ici à Kin, mais c'est vraiment roue libre, quoi. Il n'y a pas de casque, il n'y a rien du tout, c'est 3 sur une moto, à la fois même 4 sur une moto. Est-ce que vous n'êtes pas en train, votre gouvernement n'est pas en train de briller par un laxisme tout simplement parce que vous avez peur que le gouvernement central intervienne ou tout ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ça continue? Non, on ne peut pas avoir peur du gouvernement central, mais on doit respecter les institutions. Okay. Donc, lorsque le gouvernement central vous demande de différer certaines mesures, il faut d'abord obéir, mais continuer à négocier. Vous me parlez là des deux villes que je connais bien. Oui. Donc, je connais Beni, mais là, il faudra noter qu'au-delà de la culture qui est différente, mais Beni n'est pas si peuplé comme la ville de Kinshasa. Et là où je suis totalement d'accord avec toi, mon ami Christian, c'est que lorsque vous êtes à Entebbe, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ouganda, donc Entebbe, c'est à 30 minutes de Kampala, de la capitale. Et Kampala, Entebbe font partie des villes qui ont de grands problèmes en matière de mobilité. Mais ce qui m'avait surpris à Kampala, c'est que tu ne verras aucun conducteur quitter sa bande pour dépasser l'autre. C'est possible. J'ai posé la question, les chauffeurs me disaient que si je le fais, nous n'allons pas avancer. Autant mieux rester sur la même bande et avancer ensemble, quel que soit les rythmes que c'est là. Donc c'est un problème culturel, comme vous dites. C'est un problème culturel. C'est ainsi que tout ce que nous sommes en train de faire,
Et même quand nous passons dans les médias, c'est à titre pédagogique. Je vais te donner un exemple. Baroque. Chacun de nous ici à Kinshasa, au regard de la législation sur l'urbanisation, a l'obligation d'entretenir la devanture de sa maison. Jusqu'à un périmètre de 15 mètres. Mais vous allez passer devant beaucoup de parcelles, vous trouvez les déchets, personne n'enlève. Et quand vous faites un effort, vous passez pour enlever, les gens vous applaudissent. Mais moi, j'ai dit non, je l'ai fait à titre pédagogique. Je voudrais que vous puissiez comprendre que chacun de nous a l'obligation d'assainir la devanture de sa maison. Donc, ça, ce sont des problèmes qui sont et où est la contrainte? Parce que là, c'est une vision paroissiale, oui. Parce que vous êtes pasteur, vous avez du bon sens, mais pour les citoyens qui n'ont pas du bon sens, pourquoi vous n'utilisez pas l'autre côté de l'État, je veux dire la contrainte, pour les contraindre à le faire? C'est pour cela que nous venons de créer une unité de lutte contre les salubrités. Mais tu dois comprendre que si nous voulons arrêter tout le monde, finalement, on n'aura pas de prison pour les garder. Oui. Donc, c'est ce qui fait que nous faisons et la pédagogie et la criminologie. Oui. Donc, il faut d'abord que les gens prennent conscience. Et je t'ai dit que j'ai trouvé quelques jeunes qui commencent à comprendre un peu. Mais ceux qui vont s'entêter, je crois, subiront la loi dans toute sa rigueur. Bref, c'est pour dire que pendant longtemps, nous sommes restés dans un environnement du faux. Il faut y aller progressivement pour éviter des cassures. Alors, il y a beaucoup de sujets de Kinshasa, il faut qu'on en parle. J'ai le premier citoyen ici, je voudrais bien vous poser toutes ces questions-là. On accuse la province de financer l'érection de plusieurs endroits des divertissements privés à limiter, par exemple, au détriment de la FIKIN. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la question. On dit que vous privilégiez les privés, vous tuez la FIKIN. Il y en a d'autres même qui accusent l'Assemblée provinciale de rester silencieuse quand on sait que ces constructions exposent les Kinois. Il peut y avoir des accidents, des embouteillages, ainsi de suite. Quelle est la position de la ville aujourd'hui, de l'Assemblée provinciale? La difficulté que nous avons dans notre pays, c'est que tout le monde passe dans les médias. Oui. Demandez à nos frères qui sont dans la diaspora. Ailleurs, ceux qui passent dans les médias sont sélectionnés sur base d'un critérium drastique. C'est pourquoi, ailleurs, lorsque vous suivez les médias, c'est pour vous enrichir. Mais ici, vous avez laissé les micros et les caméras à tout le monde. C'est pourquoi on arrive à ce genre de raisonnement. Je crois que la FIKIN, si elle se trouve dans l'état où elle est là maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire économique de la RDC, c'est depuis le pillage de 1991. Ok. Nous n'étions pas encore là. Et personne n'a réhabilité cette foire jusqu'à ce jour. Je dis bien personne. Et si les gens ne le savent pas, la FIKIN fait partie des établissements publics relevant du ministère du Commerce extérieur national. Parce que les drames, ce qui est dégueulasse, c'est que tout le monde passe dans les médias c'est pour débiter des sommes. Mais donnez-nous la vraie version de la chose. Mais c'est ça la vraie version. Depuis la transformation des entreprises publiques, faite le 7 juillet 2008, la FIKIN est un établissement public qui relève du ministère du Commerce extérieur dépendant du gouvernement national. Donc, la ville n'a rien à voir avec la FIKIN. Ça sont des choses... C'est ça la difficulté, en fait. Et si nous passons dans les médias, c'est pour, de temps en temps, dans les limites de nos modestes compétences, d'essayer de faire des mises au point. Parce que pour plusieurs personnes, étant donné que la FIKIN est acquise, donc ça relève de la province. Non, alors que vous nous donnez la bonne information, que ce n'est vraiment pas. Tu sais pourquoi j'aime venir à ton émission. Tu réfléchis. Merci. Et j'ai appris à te respecter parce que mon ami et ton ami qui est là-bas, j'ai recommandé. Oui, je l'ai reçu dans un cadre sérieux. Il était avec des partenaires, des gens qui étaient venus pour investir dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, les journalistes qui réfléchissent comme vous là, vous n'attirez pas la curiosité de la foule.
Donc, à celui qui débute ce genre de sonnettes, il faut lui dire que la FIKIN se trouve dans cet état-là du fait des pillages de 1991 et de 1990. Et qu'aucun gouvernement n'a pu réaliser. N'a pu le faire. N'a pu le faire. De deux, la FIKIN n'a rien à voir avec la ville de Kinshasa. C'est un établissement public rattaché au ministère du Commerce extérieur du pouvoir central. Et pourquoi la ville? Alors, ouais, allez-y. Maintenant, on dit que nous sommes en train de faire une concurrence déloyale à la FIKIN. Rien de tel. Tu voyages beaucoup. Lorsque tu es à Las Vegas, il y a ce genre de parcs récréatifs. Et depuis un certain temps, il y a une mauvaise habitude d'envahir les routes. Moi, je te dis, parmi les gens que nous avons remplacés, nous avons trouvé, il y a eu des ministres au niveau national qui avaient loti des avenues. Lorsque nous arrivons, moi j'ai grandi sur cette ville. Moi j'ai habité Limete. Limete, c'était parmi les quartiers les plus capés de la ville de Kinshasa. Nous trouvons que cette pelouse laissée par le maréchal Mobutu était maintenant envahie par des remorques. On voulait transformer ça en parking. Ouais. Et comme des choses, il y a, avec cette histoire de la décentralisation, il y a des choses qui nous échappent. Un jour, vous allez vous réveiller, vous apprenez qu'on a désaffecté ces espaces-là. Nous nous sommes dit qu'il fallait embellir la ville. Et mais pourquoi vous n'avez pas laissé la verdure, par exemple, pousser, ou planter les arbres, carrément, ou faire des paillotes? Non, la verdure est là. Oui. Donc, c'est-à-dire que les choses sont faites de manière séquentielle. Il y a des parts en part de la verdure, mais on a également fait des parcs récréatifs et nous nous sommes inspirés de l'expérience de Las Vegas. Et au-delà de ce que... Parce que, en fait, ce discours-là, il est entretenu par quelques personnes qui veulent prendre la direction de la ville de Kinshasa. Ce sont eux. Mais comme ils ne réfléchissent pas avant d'affirmer certaines choses, c'est pourquoi on pointe toujours les lacunes de leurs propos. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, il y a de ce genre de parcs. J'ai suivi même, il y a quelqu'un qui disait, mais comment on peut faire ça non loin du boulevard? C'est justement la question. Mais en Belgique, il y a des foires qui se tiennent sur des places publiques pratiquement au milieu des grandes routes. Je sais de quoi je parle. Mais là, au moins, la voirie est respectée, les codes de la route est respecté. Oui. Ici, chez vous, c'est pas le cas. Non, mais nous avons pris toutes les dispositions d'abord pour clôturer, à moins qu'il s'agisse d'un fou. On a clôturé ces parcs. Non seulement que c'est récréatif, mais c'est aussi embellissant. Alors, on veut bien. Et les gens... Mais ça appartient à l'État ou ça appartient au privé? Non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. L'État congolais aujourd'hui a des problèmes. Nous avons un budget modique de 10 milliards de dollars. Pendant que l'université d'Harvard a un budget annuel de 32 milliards de dollars. Donc l'État ne saura pas résoudre tous les problèmes. Aujourd'hui, en management public, il y a une théorie qui est d'application depuis les années 70-80 qu'on appelle le nouveau management public. Et c'est ce nouveau management public qui conduit au PPP, donc les partenariats publics-privés. Et ces parcs fonctionnent sous l'empire de la théorie du partenariat public-privé. Laisse-moi te dire que pour ceux qui connaissent l'histoire du développement des États, l'Europe a eu un modèle de développement, mais l'Orient a eu également un modèle de développement. Donc pour l'Europe, c'était le secteur public qui a aidé l'Europe à se développer. Et encore là, je voudrais dire que l'Europe dans son format actuel, pour devenir ce qu'elle est, l'Europe s'est construite pendant 400 ans. C'est ça la différence. Tu vas voir qu'en Europe, il y a des gens qui bénéficient de l'assistance sociale même quand ils ne travaillent pas. Tu ne trouveras pas ça en Asie. Mais pour arriver à ces modèles, les Occidentaux
ont construit leur espace pendant 400 ans. Alors, maintenant, lorsque vous allez en Asie, c'est avec les partenariats publics-privés que l'Asie s'est développée. Et nous nous sommes dit que nous accédons au pouvoir en pleine pandémie de Covid. L'État n'a pas d'argent. Vous savez que jusqu'à ce jour, les assemblées provinciales ont encore des arriérés. Et lorsque vous n'avez pas l'argent, il faut puiser dans ce que vous avez comme intelligence. Et vous avez fait quoi exactement? C'est ainsi que nous nous sommes dit que nous allons faire des partenariats publics-privés. C'est ce que tu es en train de voir au niveau du boulevard Lumumba. C'est ce que nous faisons avec les grands marchés. C'est pour démontrer au peuple qui nous a mis là où nous sommes que même s'il n'y a pas de moyens, nous pouvons quand même... Et la procédure est respectée au sujet de la passation des marchés. Vous avez respecté toute la procédure pour qu'on ne vous accuse pas demain que vous avez favorisé tel entrepreneur, vous l'avez laissé tel autre. Est-ce que tout a été respecté sur ce plan-là? Non, le problème c'est que vous respectez, quand vous recevez les ivrognes sur vos plateaux, on ne peut arriver qu'à de telles affirmations. Très bien. Les genres de personnes qui débitent ces sonnettes, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais touché au manuel de passation des marchés publics. En fait, c'est par méchanceté, par haine. Très bien. Et je crois, je ne prêche pas pour ma propre chapelle. J'ai été audité par l'IGF et tu connais la suite. Très bien. Je suis le premier Congolais à être félicité par l'inspection générale des finances en matière de gestion. Donc, il ne faut pas suivre les discours. Pourquoi vous lui rendez l'ascenseur de temps en temps? Non. Moi, je ne cherche pas que je rende l'ascenseur. Mon problème, c'est que comme l'avantage de l'IGF, il y a des points sur lesquels nous sommes en contradiction. Quand ils ont dit que si on supprimait les exonérations, on allait avoir les 5 millions de dollars, j'étais monté sur mes 4 chevaux pour dire que ça ne pouvait pas se faire. Quand ils ont dit que les cartes Visa étaient illégales, je suis monté sur les 4 chevaux pour démontrer que la procédure existait bel et bien. Mais l'avantage de l'IGF, c'est qu'ils ont la technicité en matière de contrôle. C'est ainsi que lorsque je vais voir clair dans la ville de Kinshasa, j'ai recours à eux pour qu'ils viennent contrôler. Donc c'est pour dire que la personne qui t'a parlé du non-respect de la procédure, il fallait d'abord connaître son cursus. Très bien. Alors, donc, nous, tout ce que nous faisons est conforme à la loi. Je ne dis pas que je suis j'ai dit que je ne suis pas plus intelligent que les autres, mais je veille à tout ce que je pose comme acte d'amour. Alors, il nous reste plus que 2 questions pour parler de la ville avant de rentrer dans une question d'ordre général. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous le savez si bien que depuis un certain temps, nous voyons la ville de Kinshasa, surtout au niveau de la ville, la nuit, de la lumière rayonnée, c'est bien. On est très content, on vous félicite même pour ça. Mais le problème, c'est que est-ce que vous n'êtes pas resté dans la conception coloniale, d'embellir la ville, d'embellir la capitale et d'abandonner finalement les autres coins? Par exemple, Kingasani, Massina, ce coin-là ne bénéficie pas aussi de la beauté de la ville comme c'est fait en ville. Est-ce que ce n'est pas on va dire une politique spectacle pour montrer aux élites que voilà, nous travaillons, mais que le vrai peuple, je veux dire la base, ne voit pas en réalité ce changement, ce début de changement? J'apprécie ton intelligence. Je sais que, en fait, tu relais l'opinion. Oui, je relaie l'opinion, bien évidemment. Pour qu'on puisse balayer les ragots. Exactement. Donc, en fait, ces gens qui tiennent ces discours, ils sont aujourd'hui sans argument. Je t'avais dit que nous allons changer cette ville. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je ne dis pas que Kinshasa, c'est déjà Paris. Non, je ne dis pas ça. Mais la nuit, ça ressemble à beaucoup de choses. Il y a des signaux qui attestent qu'il y a des gens qui travaillent effectivement. Avant nous, vous aviez les montagnes des déchets sur toutes les avenues de Kinshasa. Et à l'époque, l'économie était prospère. Les gouvernements sortaient des millions qui étaient bouffés par des individus. Mais quand nous sommes arrivés, nous, sans moyens, aujourd'hui, on ne peut plus parler des montagnes de déchets dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est un fait. Dédé, je vais te rencontrer. On avait déjà oublié l'éclairage public. Les enfants qui sont nés il y a 15, 20 ans, ils ne savaient même pas qu'il pouvait exister de l'éclairage public.
aujourd'hui, c'est du concret. Les artères principales sont balayées au quotidien. Non loin de chez toi ici, quand tu vas sortir, tu verras les gens en train de balayer. Et malheureusement, comme chez nous, tout le monde refuse de réfléchir. Chaque fois qu'il pleut, les eaux de pluie amènent la boue sur les grandes artères. Et il faut laisser d'abord la boue sécher avant de rebalayer. Et maintenant, lorsqu'il y a quelqu'un qui te dit que nous nous occupons que de la commune de la Gombe, il mutile les réalités. Nous, quand nous sommes arrivés aux affaires, du moins au niveau de la ville de Kinshasa, nous nous sommes dit, l'idée première était de lancer l'opération Gombe Zero Tour. Mais nous nous sommes dit que Kinshasa, ce n'est pas seulement la commune de la Gombe. C'est ce qui fait que pour commencer notre action, nous nous sommes dit que nous devons relier le sud de la ville à son nord, l'ouest à l'est. La route Elengue, ça ne sert pas à Gombe. Cette route part des bypass. Nous sommes au niveau de Mongafou. Nous faisons Makala, Ngaba, Bumbu, Kalamu. C'est en fait de ce côté-là que se trouve le sud de la ville. Exact. Donc, si quelqu'un te dit qu'on travaille qu'à... Mais vos détracteurs vous accusent de ne pas donner les chiffres exacts. Vous nous dites simplement, ils disent que vous dites que la route est construite, oui, mais vous ne donnez pas les chiffres. Ils veulent savoir, ça coûte combien c'est. Ça c'est un autre débat. Oui. Au moins, ils reconnaissent que nous faisons quelque chose. En fait, dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. Il y a des gens, même qui devant un dessin ne comprendront rien. Donc, nous communiquons ces chiffres. C'est ça même c'est ça même la gouvernementalité congolaise. C'est lui qui veut connaître comment sa ville fonctionne. Nos séances plénières sont publiques. C'est-à-dire que ces séances sont ouvertes à la public. Et chaque fois que nous votons les billets, nous déclinons dans ces billets toutes les actions que nous voudrons bien mener. Et ces actions ne sont pas que chronométrées, elles sont chiffrées. Alors, si la personne veut qu'on puisse... En fait, le problème, c'est que dans notre pays, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres aujourd'hui sur Elinguessa, par exemple? Naturellement, si nous sommes entre 10 et 15 millions de dollars, mais comme les travaux ne sont pas encore terminés, il y a toujours des correctifs qui peuvent intervenir, mais nous sommes entre 10 millions et 15 millions. Où en sommes-nous avec ce projet? Qu'est-ce que vous avez déjà... Où en sommes-nous avec ce projet? Vas-y, tu vas trouver. Les gens sont en train de travailler. D'ailleurs, si tu tiens ce discours-là à Makala, tu ne vas pas rentrer avec ta cravate. Il faut voir comment nous sommes accueillis. Oui. Et nous ne sommes pas arrêtés que là. Nous nous sommes dit qu'il fallait également relier l'ouest à l'est. Nous nous sommes dit le boulevard Lumumba, c'est déjà bon. Alors maintenant, au niveau de la Fikine, il fallait relier l'ouest à l'est. Donc, les gens qui viennent par le boulevard Lumumba, ils peuvent prendre l'avenue Kikwiti à partir de la Fikine et ressortir à Selema vers Lipin. Par exemple. Donc, ça, nous ne sommes pas à Gombe, c'est du concret. Mais est-ce que c'est-à-dire que ces gens-là, le problème, c'est que... Mais est-ce que c'est fini déjà le projet ou c'est en cours d'exécution? Non, ils sont en train de travailler, les travaux sont là. D'accord. Si tu peux faire un tour... Est-ce que vous estimez quand la fin de non, au plus tard, à la fin du mois de mars, non, déjà pour la partie qui est déjà asphaltée, donc le véhicule passe. Est-ce que ça aura un impact sur les embouteillages que nous avons, les embouteillages monstrueux que nous avons? Naturellement. Je vais parler des embouteillages. Mais vous savez, est-ce que vous savez vous-même qu'il y a un véritable, on ressemble un peu, de plus en plus à Bangkok, un peu au Maroc avec les embouteillages. On va expliquer les causes de ces embouteillages et on va vous dire ce qu'on est en train de faire pour y mettre fin. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement pour terminer? Donc, déjà, nous nous sommes mis d'accord que ceux qui disent que nous ne travaillons qu'au niveau de la Gombe, ce sont des menteurs. D'accord. Ça, ce sont des faits. Moi, je donne des avenues. Qu'est-ce que la population de Kimbanté qui profite de votre gouvernance aujourd'hui? Mais Kimbanté, Tchangou, va au niveau de la Tchangou. Il y a de l'éclairage public là-bas.
Vas-y, ils nous suivent. Sur le boulevard ou sur les grandes artères là-bas? Non, c'est-à-dire qu'il y a sur le boulevard et sur les grandes artères. Très bien. Et même en Europe, je voulais te dire qu'à part la Belgique, il n'y a pas de l'éclairage public dans les autoroutes. Mais nous faisons cet effort. Nous nous sommes dit que Kinshasa, c'est pas seulement Gombe. C'est d'ailleurs, si vous voyez des fois, nous abandonnons certaines routes de la commune de la Gombe pour travailler dans les banlieues, c'est à la fois stratégique et tactique. Parce que comme nous ne recevons pas assez de moyens du gouvernement central, quand ils voient cela, je crois, ils seront interpellés de comprendre qu'il y a des gens qui travaillent. Très bien. Alors, pour l'éclairage public, c'est partout, mais nous sommes en train de le faire de manière processuelle. Toutes les ampoules sont déjà là. Ce sont les conteneurs de poteaux qui avaient connu du retard, mais les conteneurs sont déjà là. Et si tu fais encore le tour, tu verras que maintenant on est déjà vers Kitambo. Ça va continuer comme ça jusqu'à Mbesek. Ah bon? Voilà. Et ça, c'est du concret. Donc, quand on fait des choses comme ça en pleine crise, je pense que nous méritons quand même ne fût-ce qu'une médaille de bronze. Mais c'est quand il pleut que l'on se souvient je veux dire, de ces époques de triste mémoire. Parce que quand il pleut à Kinshasa, à Lingala, par exemple, où nous tournons cette émission, mais c'est terriblement catastrophique parce que après, on ne sait plus où mettre le pied, c'est compliqué. Est-ce que vous avez un projet pour ça? Nous avons un dossier très lourd que nous ne pouvons pas gérer seul. Il faut les quitus du gouvernement central. Très bien. Les gens qui ont géré ces pays avant nous, et cette ville, ils ont laissé les gens construire des immeubles sur des caniveaux. Tous les collecteurs qui ramenaient l'eau. Il y a des immeubles ici, en plein Gombe. Il y a des immeubles érigés au-dessus des collecteurs. Ça, ce n'est pas nous. Mais nous ne croisons pas les bras. Nous avons fait un rapport. Nous attendons les quitus du gouvernement central parce qu'il y a des possibilités. Soit il faut un budget colossal pour refaire ces collecteurs, soit il faut démolir ces immeubles. Et ça, ce n'est pas nous. Et je voudrais te parler des embouteillages. Démolir les collecteurs, démolir les immeubles. Naturellement. Je me dis comment ça va se passer. Non, c'est pour cela que je te dis que les Kinshasa, c'est le siège des institutions. Nous avons déjà fait rapport acquis des droits. Oui. Et nous attendons les quitus parce qu'il y a des possibilités. Soit on va reconstruire, on nous dote d'un budget supplémentaire pour reconstruire d'autres collecteurs, soit et ce qui est révoltant, c'est que ce sont ces auteurs de forfaits qui des fois nous attaquent. Oui. Donc ceux qui ont volé, ceux qui ont détruit ce pays, ceux qui ont loti des avenirs. Viens à Bandal, je vais te faire voir. Il y a un arrêté que je suis en train de faire annuler par les ministres Pius. Donc un ancien ministre de ce pays a loti une avenue à Bandal. Et quand je vois ces gens donner des leçons aujourd'hui, chercher à donner des leçons, j'ai dit, mais ça vous choque. C'est de la sorcellerie. Ce sont des gens qui ont pillé ce pays. Les milliards de Congolais se trouvent sur leur compte. En fait, ils se moquent de nous. Tu parles des embouteillages. Lorsque vous héritez les pouvoirs, vous héritez les passifs et les actifs. Mais je dois expliquer qu'est-ce qui se passe. De un, les inondations, c'est dans tous les pays du monde. Moi, j'ai des amis belges. J'ai appelé un prof belge qui m'a dit qu'il était inondé. Mais ce n'est pas dans les mêmes proportions. Pourquoi on en arrive là? Ceux qui ont dirigé les pays, ils ont loti les avenues, ce sont leurs immeubles qui sont sur ces collecteurs. Nous nous sommes dit, si vous allez détruire, on va dire règlement des comptes. Bien sûr, c'est ce qu'ils diront en tout cas. Ils vont dire règlement des comptes, mais je t'ai dit, d'ailleurs je te demande, je vais te donner les différents sites si tu peux faire un documentaire dans les cas. Ça sera fait immédiatement. On en a besoin. Tu verras, ce sont leurs immeubles qui sont bâtis sur ces collecteurs. Ils sont auteurs du chaos, mais puis après, ils sont auteurs du chaos. Oui. Et maintenant, non. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La ville de Kinshasa a été construite pour un certain nombre d'habitants. Mais on a laissé les gens venir à Kinshasa sans contrôle. Moi, je me souviens, à l'époque où j'étais enfant, avant de venir à Kinshasa, les gens justifiaient la raison pour laquelle ils venaient. Et les groupes d'animation de Mobutu n'avaient pas
que le caractère folklorique, mais c'était aussi éducatif. Moi, je me souviens dans ces chansons-là, à part le culte au maréchal que nous dénoncions, mais on disait, il y avait des chansons de ces groupes d'animation qui disaient que tu n'as rien à faire en ville. Pourquoi tu ne peux pas rentrer au village et t'organiser autrement? Mais on a laissé les gens venir, nous n'allons chasser personne. Mais la Constitution garantit la liberté. On a laissé les gens venir. Oui. Les infrastructures qui étaient construites pour moins de 5 millions de personnes, aujourd'hui, elles doivent prendre en charge 15 millions de personnes. Mais nous ne nous plaignons pas. Je crois que tu nous as suivis dans le cadre du lancement de l'opération Kinelenda. Nous sommes en train de bâtir, donc, ensemble, l'usine de captage d'eau au niveau d'Engaliema. Le chef de l'État était là avec nous, le Premier ministre était avec nous. Nous construisons cette usine de captage d'eau au niveau de Mbinza Ozo et nous le faisons également au niveau de Mbinza de Lembaïmou. C'est pour te dire que l'année prochaine, avant décembre, l'histoire liée à la rareté d'eau potable va s'arrêter. Au moins à 80%. Ça, c'est du concret. Très bien. Nous ne sommes pas arrêtés là. S'agissant de l'électricité, parce qu'il y a des gens qui vont dire et l'électricité. Mais pour avoir de l'électricité, il faut avoir les barrages. Ceux qui ont eu tout le temps de terminer ces barrages-là, ils ne l'ont pas fait. Mais lorsque nous arrivons, nous nous disons, bon, nous n'avons pas assez de moyens comme à l'époque. Nous sommes en train de bâtir des centrales photovoltaïques. Parce qu'il y a la transition. Et ça va commencer progressivement à résoudre les problèmes d'électricité. On verra ce qui va se passer. Nous ne dormons pas. Nous travaillons, mais seulement les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas la population. Les médias doivent nous aider. Vous, dans les médias, lorsque je parle des médias, ce n'est pas toi, ce n'est pas mon ami là, parce que vous êtes une biométrie particulière. Ah, merci. C'est très touchant. Alors, vous avez laissé les médias entre les mains de n'importe qui. Il y a des gens qui viennent vous dire, moi, dès que j'accède au pouvoir, le lendemain, chacun de nous aura un poulet tout cuit dans son assiette. C'est fou, quoi. Très bien. Alors, je t'ai dit, oui. L'Europe s'est reconstruite pendant 400 ans. La Chine a tenté depuis plus de 50 ans. La Chine n'est pas un État développé. Je sais de quoi je parle. J'ai fait une partie de mes études à Shanghai. La Chine est un État émergent. La Chine n'est pas un État développé. Le développement des États est chronophage. C'est-à-dire, elle s'inscrit dans la durée. Même le Dieu tout-puissant est totipotent. La création du monde lui a pris 6 jours. Donc, lorsque tu me donnes le pouvoir, que je te donne aussi un peu de temps. Donne-moi quand même du temps. Alors, je reviens à vous. Mes chers professeurs, nous avons, hier par exemple... On ne connaît pas des Hier, par exemple... Donc, arrête cette histoire d'amener la brutille dans les médias. Vous tuez la population. Très bien. Alors, il faut parler autre chose maintenant. Mais je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Oui, ça vous le dites encore une fois. Ça, c'est la chaleur de la communication. On continue. Alors, DRC Africa Business Forum a ouvert hier ses portes. Il était question de parler de la transition écologique et énergétique, parce que le résultat de l'enquête de Bloomberg démontre qu'investir en RDC est beaucoup plus, surtout dans le secteur de l'électricité ou de l'énergie, est moins coûteux qu'aux États-Unis, moins coûteux qu'en Europe. Mais est-ce que la RDC saisit cette opportunité? Parce que vous avez participé à cela hier. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler des faits marquants? Merci. Je crois que la journée d'hier a été la meilleure journée que j'ai connue depuis que cette année a commencé. Parce que j'ai vu que la RDC commence aussi à se comporter comme des nations modernes. Tu sais que dans ce pays, le grand malheur, c'est que le meilleur profil n'a jamais été un atout. Ça, c'est le Congo. La culture de la providence. À Lingala, on dit ça, chancelo au Pamba. Tu peux voir quelqu'un qui n'a aucun profil devenir ministre dans ce pays. Mais hier, j'ai été consolé. Bravo, monsieur le président de la République. Ce que je ne voyais qu'ailleurs, je l'ai vécu au Congo. Pour une fois, nous avons réfléchi sur l'avenir économique de notre pays. Ah, mais les conférences, c'est pas ce qui manquait dans ce pays. On en a eu beaucoup. Hein. Non, pas de cette trempe-là. Pas de cette trempe-là. Donc, lorsque vous organisez des conférences, vous invitez les militants et autres adeptes. Qu'est-ce que ça apporte à l'avancement des savoirs? Qu'est-ce qui a été dit hier? Non, ce qui a été dit hier, c'est qu'il faut que désormais, que nous puissions avoir des structures, c'est-à-dire des sociétés, qui vont exporter non seulement les matières premières,
avec la transition énergétique, nous devons passer, on aura au moins 50 millions de véhicules électriques à l'horizon 2030. Et tous ces véhicules électriques auront besoin des batteries qui sont fabriquées notamment sur base de notre lithium, de notre cobalt. Et c'est ça notre avantage comparatif. Et j'ai trouvé l'idée géniale. J'étais très content parce que même les patrons de Bosch étaient intervenus à partir, je crois, de Francfort pour garantir son accompagnement, et les engagements ont été pris sous les labels de l'Union africaine. Donc, je considère que c'est un pas de géant. Et là, nous aurons la possibilité d'avoir une croissance économique qui ne serait pas tirée que par le secteur primaire, mais aussi par le secteur secondaire. Donc, lorsque la croissance est tirée par le secteur secondaire, elle devient inclusive parce qu'elle fait participer la population à sa production. Mais ce que je n'avais dit par rapport aux bouchons, c'est que au plus tard, au mois de janvier, les travaux sur les trains urbains de la ville de Kinshasa vont reprendre. Nous venions de voter la semaine passée l'édit qui restait pour que ces travaux commencent, et nous nous sommes dit on va faire les trains urbains. Ça va résorber les problèmes des embouteillages. Ça va ressembler à quoi ces trains? Donc nous allons d'abord fonctionner, ça va se faire en 3 phases. La première phase, c'est la gare centrale, aéroport d'Indili. Après, ça sera gare centrale, Kinsuka. Après, maintenant, le chemin de fer va traverser toutes les communes de la ville de Kinshasa. Ok. Ça, c'est du concret. C'est sur base d'une nouvelle cartographie ferroviaire, ou vous allez utiliser l'ancienne cartographie qui a été, comme vous le dites tout à l'heure, détruite par... Voilà. Reconstruite sur les rails, en tout cas. Voilà. Surtout la Lingala ici. C'est pour cela que nous avons associé l'ONATRA à la création de cette nouvelle société. On va d'abord s'appuyer sur les infrastructures existantes qu'on va aménager, mais on va encore en créer tant d'autres. Très bien. Et comme le financement est déjà là, si Dieu nous aide, avant décembre 2023, moi et toi, nous allons circuler dans les trains. On prend cette émission comme dit. Voilà. Nous, ça travaille. Ça travaille, ça réfléchit. Moi, j'ai une vision pour ce pays. J'ai une vision pour cette ville. J'ai une vision pour ce pays. Et je suis content quand même que quand toi, tu commences à reconnaître que ça commence un peu à changer, mais il faut le faire. Parce que il faut le faire. Alors, je vais rentrer dans la profondeur ou dans les eaux profondes de l'économie. Mais tu m'as manqué, je suis là pour ça. Je vais rentrer dans ça parce que là, c'est très compliqué. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Et puis, en plus, je voulais te dire, tu es un tatillon. Oh, merci. Tu es un mouton à 5 pattes. Merci beaucoup. Tu n'es pas un BCRS, tu n'es pas un journaliste à qui on donne $300, va insulter Godé. Non, ça, je peux pas. Ça, tu ne le fais pas, je le sais. Même les diables te respectent. Merci, professeur. Tous ceux qui ont tenté à te corrompre ont échoué et sont venus se repentir chez moi. Ah, d'accord. Donc, et puis toi, tu seras chef dans ce pays. Je te le dis. Oh, amen. Au nom de Jésus. Amen. La République a besoin de gens comme toi. Amen, amen. C'est pourquoi, à part le journalisme, je vais te regretter dans mon parti. Ben, c'est rare que vous puissiez dire ça à un journaliste. Non. Je vous suis dans plusieurs émissions, mais vous ne dites jamais ça. Moi, je t'ai dit, nous, on respecte tous ceux qui regorgent non seulement de valeurs, mais de la rigueur. Merci beaucoup. Sont répertoriés chez nous. Alors, voilà. On va continuer. Alors, cher professeur, il y a une question quand même qui va être compliquée parce qu'elle est grande. C'est le projet budget 2022 a été finalement déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Il est chiffré à hauteur de 20 milliards, plus de 20 milliards de francs congolais, soit 10 milliards de dollars. Alors, la question, c'est qu'avec vos lunettes de spécialistes patentés, avez-vous analysé ce budget? Est-ce qu'il respecte, je dirais, la procédure, le principe budgétaire, par exemple la sincérité? Est-ce que c'est sincère? On dit aussi que on a élagué cette loi des finances de 2022 de postes de dépenses superflues, ainsi que des actes générateurs de recettes anachroniques, mais on trouve quand même quelques rubriques comme dépenses exceptionnelles. Pourquoi? Et enfin, en tant que professeur, comment vous expliquez le pourcentage alloué à la recherche scientifique qui est à la limite de 0,5%?
Mais est-ce qu'on va évoluer avec ça? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Il faut d'abord féliciter le gouvernement de la République parce que c'est pour la toute première fois depuis Léopold II que nous avons un budget, bien qu'encore maigre, mais qui avoisine 10 milliards de dollars. De ce point de vue-là, il faut féliciter le gouvernement. Bah, ce n'est qu'un budget. Naturellement, il faudra également l'exécuter. Oui. Mais moi, je te dis que la procédure a été respectée. Donc, depuis 2006, c'est pour la toute première fois que le budget a été déposé dans les délais, c'est-à-dire le 15 septembre. Ça, il faut encourager, mais le grain de sable, c'est que les rapports sur la reddition des comptes a été quand même déposé en retard. Bon, ça, c'est la Cour des comptes, c'est pas les gouvernements. Et moi, je considère d'ailleurs que les prévisions étaient sous-évaluées. En fait, le budget d'un État obéit à l'évolution du cadrage macroéconomique. Vous avez entendu les gens dire que non, maintenant, il y a une mobilisation massifiée des recettes en RDC. Les régies financières font des performances, mais on ne donne pas la bonne explication par rapport à ces performances, entre guillemets. Si il y a eu beaucoup de recettes cette année, depuis le mois d'avril, c'est lié tout simplement à la reprise des activités économiques. Donc, c'est pas de la magie. C'est lié, oui, c'est lié à la, c'est pas comme ce qu'on est en train de raconter là. C'est d'abord la reprise des activités économiques. Pour la toute première fois, depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, nous avons exporté l'année passée, et ça, on va encore dépasser ça cette année, on a exporté 1 600 000 tonnes de cuivre. Ce qui ne s'était jamais fait. Donc, c'est ce qui fait que plus il y a des productions qui préfèrent et que nous savons que notre croissance est tirée par le secteur minier, c'était tout à fait logique que les recettes puissent augmenter. Et d'ailleurs, si nous étions rigoureux, les recettes devaient tripler. Donc, il y a encore des niches financières à exploiter au-delà de la propagande. Ça, c'est lorsqu'on parle de la mobilisation massifiée des recettes publiques, il y a 4 variables qui expliquent cela. La première variable, c'est le PIB. Donc, je fais voir que les activités économiques ont repris. C'était tout à fait normal que les recettes augmentent. Il y a un deuxième élément, c'est l'application du code minier de 2018. En fait, le code minier de 2002 accordait beaucoup de privilèges fiscaux aux sociétés minières. Mais avec le code minier de 2018, dont la mise en œuvre a commencé en 2019, ce code minier a une particularité fiscale, c'est qu'elle a retiré tous les avantages fiscaux aux sociétés minières. De 1, sous l'empire du code minier de 2002, les sociétés minières appliquaient le système des amortissements accélérés. C'est-à-dire quoi? Je suis TFM, j'ai investi 3 milliards de dollars, mais dès la première année, j'avais la possibilité d'amortir au moins 50% de mon investissement. Et en matière de compta, donc en matière de comptabilité, les provisions pour l'amortissement font partie des charges de l'entreprise. Et lorsque ces charges sont importantes, le résultat fiscal va se rétrécir. C'est ce qui fait que jusqu'en 2018, l'assiette fiscale dans le secteur minier était rétrécie. Mais avec le code minier de 2018, on dit plus question de recourir au système d'amortissement accéléré. Il faut maintenant pratiquer le système d'amortissement linéaire. C'est-à-dire quoi? Si l'outil de production, son âge est de 20 ans et que l'investissement était de 3 milliards de dollars, donc je prends 3 milliards de dollars, je divise par 20,
chaque année, je n'enlèverai que cette quotité-là. Quel est l'avantage pour l'État? Lorsque les provisions pour l'amortissement sont faibles, le résultat des entreprises devient important. Or, en matière de l'impôt sur les bénéfices, c'est le résultat fiscal qui sert en fait d'assiette. Donc, comme il y a eu moins de charges par les mécanismes des amortissements, cela veut dire que l'assiette fiscale s'est élargie. Deuxième élément, la plupart des sociétés minières qui bénéficiaient des privilèges, soit à l'étape d'exploitation primaire, soit au niveau de la recherche, aujourd'hui, toutes ces sociétés ont atteint la phase de maturation. Donc, elles n'ont plus de privilèges. Ah, par exemple. Et c'est ce qui a contribué aussi à... C'est cela. Et d'ailleurs, cette contribution est faible par rapport au potentiel. Je demande au gouvernement d'ouvrir l'œil et les bons. La corruption est en très bonne santé jusqu'à ce jour. Dans le secteur minier. Même dans le secteur fiscal. Oui. Okay. La corruption est là, qu'on ne vous trompe pas. Moi, je ne parle pas seulement de ce que j'ai lu dans les livres, je viens des régies financières. Donc vous dites qu'il y a encore des niches. Il y a des niches, donc à la limite, les recettes devaient tripler. J'ai l'autorité de les dire. Ça ne s'arrête pas là. En matière de fiscalité minière, il y a ce qu'on appelle l'impôt sur les concessions minières. Sous l'empire du Code de 2002, les taux de cet impôt étaient, selon les années, je te parle des détails, de 0,04 $ par hectare. Ça, c'est sur le fondement du Code de 2002. Mais avec le Code de 2018, aujourd'hui, ces taux ont été revus à la hausse. Au lieu de payer 0,04 $ par hectare, aujourd'hui, on paye 0,4 $ par hectare. C'est-à-dire, on a multiplié par 10. Avant, c'était 0,04. Aujourd'hui, c'est 0,4. Donc, on a multiplié par 10. Donc, en fait, ce qu'on appelle performance maintenant, ce ne sont pas des performances. Si ce sont des performances, c'est alors des performances nominales. Et non des performances réelles. On doit encore creuser davantage. C'est pourquoi moi, je donne raison au chef de l'État lorsqu'il disait qu'il devait avoir un budget de 12 milliards de dollars. Tout ce que je peux demander maintenant comme conseil à l'Assemblée nationale qui fait le toilettage de ces budgets, ils doivent réajuster au moins à 12 milliards de dollars. Sinon, on va continuer à enrichir les fonctionnaires. Ah, d'accord. Parce que lorsque vous dites, vous fixez les minima, donc les standards ont été biaisés. Déjà, les 20, ils ont atteint les assignations. Ils vont vous tromper, ce sont des performances, mais ils vont continuer à se faire corrompre. Or, la République, en fait, l'émergence passe par l'intelligence. Au regard du potentiel actuel, nous pouvons aller jusqu'à 15 milliards de dollars. Aujourd'hui. J'ai l'autorité de le dire. Mais je te donne. Lorsqu'il y a un impôt pour lequel le taux a été multiplié par 10. Par 10. Est-ce qu'on peut le multiplier par 15, par exemple? Est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions? Est-ce que ça ne va pas toucher au climat? Non, ça ne va pas embêter les gens? Non, non. C'est loin de là. Dans le secteur minier, en fait, là, je voudrais expliquer, parce que les gens peuvent se dire, mais comment on fait ça? Donc, je n'ai pas tout vidé. D'accord. Il y a une redevance qu'on appelle la redevance minière. Cette redevance oscillait sous l'empire du Code de 2002 entre 2 et 4,5%. Mais aujourd'hui, cette redevance a été revue à la hausse, elle aussi entre 3,5 et 10%. Et 10%. Oui. Donc, ça a été multiplié par 3. Mais ça ne peut pas toucher au climat des affaires. Avant de rentrer dans des choses canoniques et techniques, laissez-moi un peu donner des exemples empiriques. Allez-y. Nous ne sommes pas les seuls producteurs du cuivre. Les plus grands producteurs en matière de cuivre, c'est le Chili. Le Chili contrôle les 35% de la production mondiale. Qui préfère. Mais quand tu es au Chili, cette redevance minière qui chez nous aussi entre 3,5 et 10%, au Chili elle aussi entre 20 et 30%. Et ce sont les mêmes sociétés qui opèrent là-bas. Elles payent cette redevance. Mais ça, c'est une révélation. Maintenant, je rentre sur le plan scientifique. Les taux des impôts, ce n'est pas comme les numéros
qu'on attribue au maillot des joueurs de léopard. Les taux des impôts obéissent à des études scientifico-techniques. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en matière d'impôts et de dépenses, vous devez tenir compte de l'élasticité de la demande. Lorsque vous êtes en matière d'impôts sur les revenus, vous devez tenir compte de l'élasticité de l'offre. Et il est établi qu'il faut impérativement surimposer les biens inélastiques, c'est-à-dire les biens dont la demande ne varie pas, nonobstant la variation des taux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le cuivre? Aujourd'hui, la tonne se négocie autour de 9 400 $. Et la demande sera encore très forte, tout simplement parce que la Chine avait, l'année passée, la Chine avait des problèmes avec sa croissance économique du fait du chômage né de la pandémie de Covid. Mais maintenant, la Chine vient de baisser son taux directeur. Donc, lorsqu'un État baisse son taux directeur au niveau de la Banque centrale, aura des répercussions au niveau des banques commerciales. Donc, lorsqu'on baisse les taux directeurs, le crédit sera disponible dans les banques commerciales pour tous les investisseurs. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Maintenant, toutes les sociétés qui avaient fermé en Chine viennent de rouvrir. La demande du cuivre sera encore très forte. Avec beaucoup plus d'avantages chez nous. Avec beaucoup plus d'avantages chez nous. C'est pourquoi, à la limite, les recettes devaient tripler. Ça, ce sont des choses scientifiques. Et je ne suis pas que théoricien. Mais pourquoi ça ne baisse? Je ne suis pas que théoricien, je suis praticien. Pourquoi ça n'a pas triplé selon vous? Parce qu'il y a des niches, comme vous dites. Alors, comme j'étais en train d'expliquer, parmi les variables explicatives des recettes de l'État, les PIB, je t'ai fait voir que ça a augmenté. Les taux de l'impôt, je t'ai fait voir que ça a été revu à la hausse. Parce que n'oublie pas que les gros de nos activités dépendent du secteur minier. Alors, il y a une variable qu'on appelle l'effort de service. C'est dans cette variable-là que nous trouvons le travail de l'IGF, que j'apprécie. Mais ce travail n'a pas encore produit des effets allant au-delà de 20%. Pourquoi? De un, nous devons reconnaître que l'IGF travaille en sous-effectif. Jusque-là, leur contrôle était plus axé au niveau des dépenses. Donc, il faudra que l'IGF entre maintenant dans ces régies avec des contre-vérifications systématiques. Mais ils seront habités à un problème des effectifs. C'est pourquoi il faut réhabiliter la Cour des comptes. Et à part le fait de réhabiliter la Cour des comptes, il faudra que lors des prochaines nominations au niveau des entreprises, qu'on tienne compte de la méritocratie. Ça a un impact direct sur le Naturellement, rendement? parce que vous savez, lorsque vous avez un dirigeant compétent, intègre, donc au sens du capital humain tel que défini par Gary Becker, donc ces dirigeants-là n'attendront pas l'arrivée de l'IGF pour mettre de l'ordre dans sa boutique. Ah, il le fera de façon naturelle. Donc lui, il le faisait au quotidien et l'IGF va intervenir de manière ponctuelle. J'apprécie ce que l'IGF fait. Avec la patrouille financière et le contrôle concomitant? Oui, mais je répète que ce que l'IGF fait, ce n'est pas l'IGF qui le fait, mais c'est le président qui le fait, le président de la République, parce que l'IGF a existé depuis. Elle ne travaille pas de cette manière. Donc, c'est en réalité la rigueur du chef de l'État. C'est le chef de l'État. Mais il est seul. Sinon, il va s'épuiser. Très bien. Il faudra que lors de la nomination des mandataires, moi, je ne suis pas candidat. Mais lors de la nomination des mandataires, qu'on nous éloigne un peu de ces bois morts. Très bien. Alors, donc, il faut qu'on trouve des personnes qui ont appris à faire corps avec la République et regarder avec elle dans la même direction. Alors, si vous avez ces dirigeants-là, l'IGF va se reposer un peu. Parce qu'ils mettront de l'ordre avant. Et il faudra même aller loin, ça c'est ce que je propose au gouvernement, dès qu'on trouve dans une structure qu'il y a eu des agents défaillants, on ne sanctionne pas que ces agents, on sanctionne même leurs chefs. Parce qu'en réalité, la plupart des mandataires en République démocratique du Congo, je ne dis pas tous, mais la plupart, ce sont des encadreurs de la fraude. Je sais de quoi je parle. Très bien. Alors, cher professeur, président de l'Assemblée provinciale, on va terminer cette émission. Mais avant de la terminer, deux sujets ont fait l'actualité.
Nous avons, dans un article, je dois le lire, le 25 octobre 2021, l'ODEP avait qualifié le dépassement budgétaire de faute de gestion. Alors, il y a eu une véritable polémique entre l'IGF qui pensait que le dépassement budgétaire n'était pas finalement une faute et surtout même pas un détournement, mais on avait besoin de savoir exactement c'est quoi un dépassement budgétaire, à partir de quel moment ça devient une infraction et comment justifier les actions du président de la République. Parce que l'ODEP, pour l'ODEP, le chef de l'État brille de cette histoire de dépassement budgétaire. Pour l'IGF, ce n'est pas une question de dépassement budgétaire. Donnez-nous, selon vous, la définition exacte du dépassement budgétaire et qualifier, si possible, les actions du cabinet du président de la République. Ces dépenses-là. Bon, je ne dis pas selon moi. Il ne faut pas dire que selon moi. Okay. Il faut me dire selon la science. Selon la science, oui. Oui. Très bien. Moi, je ne veux pas entrer dans cette polémique. Parce que vous avez fait un tweet aussi merveilleux quand même, qui m'a beaucoup alimenté personnellement. Oui. Je ne veux pas entrer dans cette polémique philippique. Bon. Moi, je veux faire parler la science. La première précision, c'est qu'aucun État du monde ne fait des prévisions avec toute la précision. Aucun État du monde. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai un léger avantage. Moi, j'ai appris les finances publiques belges à l'école. J'ai appris les finances publiques françaises à l'école. J'ai lu les finances publiques japonaises, chinoises, américaines. Aucun État du monde ne fait des prévisions budgétaires avec toute la précision. De ce point de vue-là, sur le plan scientifique, il arrive aux États, même les plus civilisés, de faire des dépassements budgétaires. Même en France? En France, je peux t'envoyer les rapports de la Cour des comptes française. En 2017 et en 2018, Macron a fait des dépassements budgétaires. Mais la différence, c'est que la France a des mécanismes. L'Élysée a des réserves qui lui permettent de prendre en charge ces dépassements budgétaires. Et en Amérique, c'est la même chose? Oui, il s'inspire, tout ça vient de là. Oui. Alors, c'est ce qui fait que, sur le plan des principes, les dépassements budgétaires peuvent exister dans tous les pays du monde, mais il faut les justifier. Ça se justifie par la conjoncture. Il peut s'agir des catastrophes naturelles, il peut s'agir des guerres, il peut s'agir de plusieurs exigences ayant trait à l'intérêt général. Alors maintenant, nous rentrons dans le contexte congolo-congolais. Oui. Je le répète, je n'ai aucune prétention d'être plus intelligent que les autres. C'est pour cela que je ne me prononce que dans les matières qui rentrent dans mon domaine de recherche. Et lorsque vous lisez la loi de finances de la RDC, que j'ai ici d'ailleurs, l'erreur que les gens commettent, c'est de s'arrêter à l'article 40 de la LOFIP 2011. Parce que c'est au niveau de cet article qu'il est dit que lorsque le gouvernement veut faire le dépassement budgétaire, il doit d'abord avoir le quitus de l'Assemblée nationale. Oui. Mais là, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va réallouer les nouveaux crédits. Donc, l'Assemblée autorise au gouvernement d'obtenir des ordonnances lois signées par le chef de l'État, bien sûr, dotant certaines institutions de crédits additionnels. Mais il faut une mauvaise lecture de la loi des finances. Ça, c'est la l'article 40. de finances publiques. La finance publique est une matière polygonale. Elle est à cheval entre l'économie, les droits, les sciences politiques. Donc, si on en parle un peu avec une certaine facilité, c'est parce qu'on a le léger avantage d'avoir fait toutes ces disciplines. Bon, sans prétendre être plus intelligent que les autres. Mais, dans la même loi, tu es juriste, tu peux lire les articles 230 et 232. On va lire 230 et 232. Donc, les législateurs avaient postposé l'application de certaines dispositions contenues dans 230 et 232. Tu peux commencer par 230.
232? 230 d'abord. Très bien. Les dispositions de la présente loi sont applicables de façon progressive, en déant 7 années à dater de sa promulgation. Tu peux t'arrêter là-bas. Okay. Donc, c'est ça les problèmes avec les gens se précipitent des fois de parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ils n'ont lu que l'article 40 et ils ont commencé à crier sur les toits. Donc, les législateurs avaient déjà prévu qu'il y a des dispositions dont l'application était postposée. Et c'est notamment l'article 40. Et en 2018, ce moratoire a été prorogé jusqu'en 2024. Donc, si quelqu'un te dit que le dépassement budgétaire est une faute de gestion, c'est par rapport à la législation de sa maison, mais pas par rapport à la législation de la République démocratique du Congo. Ok. Et dans tout ce qu'on entend, c'est du boniment. C'est du boniment. Très bien. Et l'article 2. C'est du boniment. Je continue. Je ne soutiens pas ceux qui font les dépassements budgétaires. Mais moi, mon problème, c'est d'expliquer les choses. Parce que l'université a 3 missions. C'est l'enseignement, la recherche et les services à la société. Donc, nous ne pouvons pas accepter que pendant que nous sommes encore là, qu'il y ait des gens qui racontent leur vie. Il y a les textes, donc ces dispositions ont été postposées. Donc, lorsque les législateurs se tuent, personne ne doit parler à sa place. Alors, les conseils que je donne à ceux qui font les dépassements budgétaires, c'est que cela doit être justifié. Comme je dis là, catastrophe naturelle, guerre, de grandes urgences pour l'intérêt collectif. Maintenant, nous nous sommes mis d'accord que, à ce qui concerne la loi, cela n'a jamais été érigé en faute de gestion. Ni en détournement. Ni en détournement. Ils sont allés même plus loin évoquant l'article 129. Ça, tu vas lire à la maison. Oui, oui. Mais quand tu lis cet article-là, l'article 129 ne parle pas du dépassement budgétaire comme une faute de gestion. Les fautes de gestion sont limitativement citées. Et je précise encore que l'article 129 fait partie des dispositions qui sont postposées. Postposées. C'est en vertu de l'article 232. Voilà. Très bien. Alors, donc c'est clair, ceux qui ont parlé, qui ont dit que les dépassements étaient un détournement, une faute de gestion, c'est faux et archi-faux. Nous défendons la science. Alors maintenant, j'explique encore l'une des raisons qui expliquent des dépassements budgétaires. Très bien. Lorsqu'il y a des dépassements budgétaires récurrents dans une institution, dans un service, c'est en fait une alerte au ministère du budget pour dire que pour des prochains budgets, il faut avoir des crédits conséquents. Donc, c'est pour dire qu'au regard de la science des finances publiques, le dépassement budgétaire n'est ni un détournement, encore moins une faute de gestion. Alors, et l'avantage, je profite de ton micro pour dire au gouvernement qu'il faut qu'on puisse revisiter cette loi de finances publiques. Elle a trop de problèmes. En France, tout ce que j'ai dit là, c'est consigné à l'article 13 de la LOLF. Donc, lorsque le gouvernement français fait faire du dépassement budgétaire, tout ce que les législateurs lui demandent, c'est d'informer seulement les commissions ECOFIN de l'Assemblée nationale et du Sénat. Directement, on actionne déjà les dépenses. Donc, tout ce que je vais demander au gouvernement, c'est qu'en attendant 2024, l'heure est arrivée pour que nous puissions relire les finances publiques avec les lunettes modernes. La particularité des finances publiques, c'est qu'elles ne reposent pas seulement sur des exceptions, mais les finances publiques, les lois des finances publiques, doivent concilier les rigidités du droit avec l'efficacité du management. Qu'est-ce que ça a été brillant? Merci beaucoup, cher professeur. Alors, on va terminer avec une... je ne dis pas que ça sera une polémique, mais ça sera une question. Oui, oui. Quelqu'un réfléchit, il s'appelle Délice Sanga, au sujet de l'encadrement des ressources. Je vais lire ces quelques phrases et puis on va terminer par là. La mesure d'encadrement en première phase de la fiscalité affectée et la suppression des féodalités fiscales conduirait à agir sur un périmètre de 625 millions de dollars, réduire le coût de transaction par le contrôle de charges, de fonctionnement, l'allocation de ressources aux missions des services publics, de leurs institutions et l'écrêtement du surplus au compte général du Trésor.
Cette mesure pourrait permettre de manière rigoureuse de retrouver des marges budgétisables d'environ 300 et 400 millions de dollars. Bon, c'est dommage. Moi, quand vous citez le nom des gens, je n'aime pas réagir. Mais c'est une pensée. Non, je n'aime pas réagir comme vous avez cité le nom des gens. Ah, j'aurais dû ne pas citer les noms et vous Si réalisez la pensée. pas cité Ah, le nom, oui. tu allais avoir la réponse appropriée. Mais comme tu as cité le nom des gens, je ne vais pas engager des polémiques. Très bien. Mais ce que je te dis, ce qu'il faut retenir, Oui. c'est que lorsqu'on veut réformer un système fiscal, on doit d'abord en déterminer les quantums fiscal. Alors là, c'est dans la profondeur. Donc ça, c'est de la théorie économique de la fiscalité. Oui. Je ne veux pas réagir. Non, ne mettez pas dans ça, c'est compliqué. Donc, moi, je suis un homme de paix, je ne tire jamais sur les ambulances. Ça dit tout déjà, on a compris. Merci beaucoup, cher professeur, président de l'Assemblée provinciale, d'avoir répondu à nos questions. On vous a accueilli dans un studio assez, je veux dire, il fait chaud. Non, parce que nous n'avons pas... On va trouver une solution de toute façon. Quand on vous invitera pour la prochaine fois, vous trouverez que les conditions seront meilleures. J'ai aimé ça, toi, tu es mon ami. Tu m'as manqué. Vous me manquez tous les jours, d'ailleurs. Je t'ai dit que tu as toujours tes fanatiques qui te regardent. C'est vrai. Merci beaucoup, prof. Voilà. Mais on a vu, ah non, ce sera la question que j'allais poser. Oui. Le style vestimentaire. Ah oui. J'allais oublier. Non, mais maintenant, tout le monde a compris. Hein. Oui, mais maintenant, on dit que c'est provocateur. Non, c'est de la godimpoisation. C'est de là? C'est de la godimpoisation. Tout le monde fait maintenant comme moi. Le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de l'avoir comme interlocuteur. Que les oiseaux. Monsieur Zeda, merci beaucoup. Non, ça c'est l'ambiance de notre émission. J'aime bien les chaussures. Ouais. Ça c'est ça notre mais est-ce qu'on vous fait cette remarque de temps en temps ou on vous le dit souvent? Non, non, ça c'était de la pire méchanceté. Comment tu vas discuter des habits avec les gens qui n'en ont pas? Non, ça c'était de la pire méchanceté. Donc, je ne viole ni la Constitution. Mais le code vestimentaire, est-ce que vous ne l'énervez pas? Non, ça n'existe pas. Je t'ai dit, moi avant de faire la politique, j'ai pris part aux réunions du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce. Je fais des émules. Je connais, je sais que je dis la vérité. Demande au gouverneur de la ville de Kinshasa, il te dira, on était avec lui à Jakarta en Indonésie. Un prof américain a changé sa garde-robe séance tenante parce qu'il voulait devenir comme moi. Donc, c'est dit, bon, il ne faut pas suivre ça. Mais, ils sont déjà habitués. Très bien. Alors, j'informe ils sont déjà habitués. Bon, ça c'est pour... j'informe pour un peu animer l'émission. Oui. Donc, je suis un homme très simple, très poli. Et ça, on le sait. Et je n'entre pas dans des polémiques. Et moi, je me pose toujours la question, comment on peut faire pour être godempoï et être humble à la fois? Non, il faut être chrétien. Ouais. Il faut être chrétien, c'est tout. Donc, alors, les entreprises publiques en RDC, les enjeux de la réforme, c'est le livre écrit par le professeur Godempoï. Le droit du commerce international contre l'économie africaine, c'est une question que le professeur Godempoï se pose. Les facteurs perturbateurs de la monnaie en RDC, diagnostic et orientation stratégique. Et puis, législation douanière et accisienne en RDC. Compilation des textes en vigueur, mise à jour 2019. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des bars, dans des boîtes de nuit, en train de raconter la vie des gens, il y a des Congolais qui se mettent pour réfléchir, pour écrire et pour laisser à la postérité des écrits. Pas que des paroles libres, mais des écrits cristallisés par la science, confirmés par même le bon sens. Merci, très cher professeur, de bien vouloir je veux dire, garnir notre bibliothèque. Non, je vais encore en rajouter. Merci beaucoup. Il y en a encore d'autres qui sont à la maison. Toi, je prie constamment les bons dieux. Merci. Merci beaucoup, pour cher toi. professeur. Amen. Et ta chaîne sera plus importante que France 24. Oh, amen. Tu seras chef dans ce pays. Retiens ça, il faut retenir. Merci, cher professeur. La République a besoin de gens comme toi. Ça, c'est le pasteur qui parle. Je suis très content de ça. Alors, mes amis, je vous salue. Merci. Que même ceux qui n'ont pas été contents, je vous aime toujours et je vous bénis. Au nom de Jésus. Et c'était la ville de Kinshasa qui parlait. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée.
C'est grâce à elles que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriquée à base de plantes. Contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toyembali, Loyembolonene Yalisa.